Aujourd'hui, je vais te présenter l'explication linéaire d'un extrait de Manon Lescaut. Cet extrait où Manon lui laisse une lettre pour lui annoncer qu'elle le quitte afin de recevoir de l'argent en étant entretenue. Je ne vais pas du tout respecter les attentes en termes de temps de l'épreuve. Je vais clairement dépasser les 10 minutes pour te donner des détails sur le texte pour que tu puisses le comprendre et aussi pour que tu puisses l'utiliser lors de la dissertation. Donc, Manon Lescaut, dont le titre original est Histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut, est le 7e tome des aventures et mémoires d'un homme de qualité, publié une première fois en 1731 et une deuxième fois en 1753, et écrit donc par l'abbé Prévost. Le livre eut du succès dès sa publication, mais il est censuré à cause de son immoralité, notamment à cause du personnage de Manon. Donc on ne sait pas si on doit la considérer comme une femme vénale et manipulatrice ou au contraire comme une jeune fille légère et désinvolte en quête de plaisir. Des Grieux et Manon, après leur rencontre, donc, décident de s'installer à Paris. À cause de problèmes financiers, Manon se fait entretenir alors par un fermier général, Monsieur de B. Des Grieux est enfermé dans sa maison familiale et pleure l'infidélité de Manon, donc ça je remets le texte dans son contexte. Il se retrouve ensuite sur Paris, alors que Des-Grieux fait ses études pour devenir prêtre. Il est rejoint par Manon et ils décident de s'installer à nouveau ensemble. Malheureusement, le sort s'acharne et leurs domestiques leur volent tous leurs biens. Et donc Manon décide de trouver une autre solution et elle informe Des-Grieux par lettre. Et donc dans l'extrait que nous allons étudier, Des-Grieux tombe sur la lettre de Manon dans laquelle elle lui annonce qu'elle a décidé d'accepter l'offre de Monsieur de GM, un vieil homme riche qui veut l'entretenir contre de l'argent. Donc la problématique à laquelle nous essayons de répondre, c'est comment cette péripétie met-elle en scène la question de la moralité des personnages et l'ambiguïté des personnages. Je vais te lire l'extrait. J'aperçus dans celui de Manon une lettre cachetée qui était sur la table. L'adresse était à moi et l'écriture de sa main. Je l'ouvris avec un frisson mortel. Elle était dans ces termes. Je te jure, mon cher chevalier, que tu es l'idole de mon cœur, et qu'il n'y a que toi au monde que je puisse aimer de la façon dont je t'aime. Mais ne vois-tu pas, ma pauvre chère âme, que dans l'état où nous sommes réduits, c'est une sotte vertu que la fidélité? Crois-tu qu'on puisse être bien tendre lorsqu'on manque de pain? La faim me causerait quelque méprise fatale. Je rendrais quelque jour le dernier soupir en croyant en pousser un d'amour. Je t'adore, compte là-dessus, mais laisse-moi pour quelque temps le ménagement de notre fortune. Malheur à qui va tomber dans mes filets. Je travaille pour rendre mon chevalier riche et heureux. Mon frère t'apprendra des nouvelles de ta Manon, et qu'elle a pleuré la nécessité de te quitter. Je me demeurai après cette lecture dans un état qui me serait difficile à décrire, car j'ignore encore aujourd'hui par quelle espèce de sentiment je fus alors agitée. Ce fut une de ces situations uniques auxquelles on n'a rien éprouvé qui soit semblable. On ne saurait les expliquer aux autres parce qu'ils n'en ont pas l'idée, et l'on a peine à se les bien démêler à soi-même, parce qu'étant seul de leur espèce, cela ne se lit en rien dans la mémoire, et ne peut même être rapproché d'aucun sentiment connu. Cependant, de quelque nature que fussent les miens, il est certain qu'il devait y entrer de la douleur, du dépit, de la jalousie et de la honte. Heureux s'il n'y fût pas entré encore plus d'amour. Elle-même, je le veux croire. Mais ne faudrait-il pas, m'écriai-je, qu'elle fût un monstre pour me haïr? Quel droit eût-on jamais sur un cœur que je n'ai pas sur le sien? Que me restait-il à faire pour elle, après tout ce que je lui ai sacrifié? Cependant elle m'abandonne, et l'ingrate se croit à couvert de mes reproches en me disant qu'elle ne cesse pas de m'aimer. Elle apprend de la faim, Dieu d'amour, quelle grossièreté de sentiment, et que cela répond mal à ma délicatesse. Je ne l'ai pas appréhendé, moi qui m'expose si volontiers pour elle en renonçant à ma fortune et aux douceurs de la maison de mon père, moi qui me suis retranchée jusqu'au nécessaire pour satisfaire ses petites humeurs et ses caprices. Elle m'adore, dit-elle. Si tu m'adorais, ingrate, je sais bien de qui tu aurais pris des conseils. Tu ne m'aurais pas quittée, du moins sans me dire adieu. C'est à moi qu'il faut demander quelle peine cruelle on sent à se séparer de ce qu'on adore. Il faudrait avoir perdu l'esprit pour s'y exposer volontairement. Donc,
Je vais découper le texte en 2 mouvements. Un premier mouvement où on va étudier donc la lettre de Manon, qui va de j'aperçus dans celui de Manon jusqu'à qu'elle a pleuré la nécessité de quitter. Et puis un deuxième mouvement, on va étudier donc la réaction de Des Grieux face à cette lettre, qui va de je demeurais jusqu'à s'y exposer volontairement. Donc ce qui est intéressant, c'est que l'extrait commence par une mise en scène de la lecture de la lettre, donc un passage au passé simple, j'aperçus, je l'ouvris. Donc on a ici dans le récit l'irruption d'un moment spécial, d'un événement, d'une péripétie. Et il accumule dans son récit les indices inquiétants. Donc cette lettre cachetée, donc une sorte de lettre mystérieuse puisqu'elle est cachée, avec le terme cacheté. Le fait que l'adresse est celle de Des Grieux, mais qu'elle est écrite par Manon. Et puis surtout, cette réaction, un peu comme une forme de prémonition, avec l'expression « je l'ouvris avec un frisson mortel ». Donc il a une sorte de mauvaise augure, il a une prémonition qu'il va se passer un drame dans sa vie, donc avec cette expression hyperbolique, comme s'il avait déjà reconnu les signes du drame avant même de lire la lettre. On peut aussi y voir une interprétation rétrospective du personnage, du narrateur face à son histoire passée, et qui est en capacité ici d'annoncer la suite du récit puisqu'il la connaît déjà. Ce qui est intéressant, c'est que cette lettre, elle joue comme une pièce à conviction, car le narrateur semble nous la livrer, donc le narrateur Des Grieux, le narrateur personnage, semble nous la livrer telle qu'elle a été écrite. Ces moments-là sont très rares. Les moments où on peut entendre la parole de Manon sans l'interprétation de Des Grieux, sans qu'elle passe par l'interprétation, par la voix de Des Grieux, c'est très rare. Et donc la parole de Manon est souvent retranscrite plutôt au style indirect. Et là, on aurait ces mots, mot pour mot. C'est donc l'occasion pour le lecteur de se faire une idée par lui-même du personnage de Manon et de l'attitude de Manon. Problème, c'est que, comme on va le voir, cette lettre, en fait, elle est extrêmement ambiguë. On peut y avoir... en fait, on n'a pas vraiment accès aux intentions de Manon, on a accès qu'est-ce qu'elle a bien voulu dire à Des Grieux pour justifier son action. Donc le fait de le quitter pour être entretenu par un autre homme. Et donc, ses intentions restent encore très opaques, puisqu'on n'a pas accès à son intériorité, que à ce qu'elle a bien voulu dire. Et donc, on peut avoir deux interprétations radicalement opposées de la lettre. Donc, soit on décide que Manon, il y a un peu de ça, un peu le dé de décider, soit on décide que Manon est sincère et il faut prendre au pied de la lettre tout ce qu'elle dit, au premier degré tout ce qu'elle dit, ou alors la lettre a pour but de manipuler Des Grieux pour lui expliquer et pour adoucir la chose qu'elle est en train de lui faire subir. Il faut donc considérer chaque phrase comme une stratégie pour l'apaiser et pour justifier son action, et donc comme une entreprise de persuasion et de manipulation, donc de mensonge. Et en fait, moi je ne vais pas choisir entre ces deux interprétations, je vais essayer de montrer en quoi les deux en fait peuvent être corroborés par le récit lui-même, par l'analyse du récit lui-même. Alors Manon, elle commence par assurer Des Grieux de son amour. Je te jure, mon cher chevalier, que tu es l'idole de mon cœur. Donc ici, le terme jurer est intéressant puisque elle met en jeu dès le début cette histoire de la fiabilité, la crédibilité de sa parole, par le verbe jurer. Le problème, c'est que quand quelqu'un jure, il met en jeu sa parole. Il met en avant le fait que est-ce qu'on doit le croire ou est-ce qu'on ne doit pas le croire. Donc pose déjà la question, pose problème. Ensuite, elle emploie des expressions particulièrement hyperboliques pour attester de son amour. Donc l'exagération déjà peut créer une forme de décalage, une forme de questionnement sur sa sincérité. Notamment, elle utilise donc l'expression mon cher chevalier, donc, qui est une accumulation ici de termes tendres et qui met particulièrement en avant son affection avec le déterminant possessif, à laquelle elle ajoute un adjectif affectueux, cher, et puis auquel ensuite elle ajoute le titre honorifique, qui rappelle le chevalier de quoi? Le chevalier de son cœur. Donc elle en fait quand même des tonnes. Et puis en plus, on a l'expression ensuite, donc juste après ça, que tu es l'idole de mon cœur. Donc là, à nouveau,
une expression particulièrement hyperbolique, avec le terme idole qui fait de Des-Grieux une divinité et qui fait de l'amour de Manon une forme de vénération de la personne de Des-Grieux. Ensuite, elle insiste aussi sur son amour par la négation restrictive. Il n'y a que toi qui fais de Des-Grieux une exception parmi tous les autres. Le problème, c'est que, donc comme je le dis ici, il y a une forme d'exagération qui pose la question de la sincérité de Manon. Et puis, on n'a que je puisse aimer de la façon dont je t'aime, mais le problème avec le terme de la façon, donc c'est-à-dire de la manière dont elle l'aime, eh bien la manière dont elle a de l'aimer, ça ne dit rien de la profondeur de ses sentiments, d'accord, puisque c'est assez neutre comme expression, mais en fait c'est pire puisque si on s'appuie sur ses actes pour juger de son amour, eh bien là elle est en train en fait de le quitter et de le tromper, ce qui est une drôle de façon d'aimer justement. Donc elle met le doigt exactement sur ce qui blesse, sur ce qui pose problème. Alors, Manon, ensuite, elle oppose l'amour à leur situation, le sentiment à la condition matérielle. Mais ne vois-tu pas, ma pauvre chère âme, que dans l'état où nous sommes réduits, une sotte vertu que la fidélité. Donc, elle met en avant donc, cette opposition entre son amour et leur situation est mise en avant par le point-virgule et l'adverbe adversatif mais, donc il montre un contraste, une position, et elle cherche notamment à obtenir l'empathie de Des-Grieux. Mais ne vois-tu pas, donc ici, elle l'enjoint à voir comme elle, à se mettre à sa place, à faire preuve d'empathie. Et la négation ici montre une forme d'obligation détournée. Il faudrait que Des-Grieux voit, donc qu'il ouvre les yeux et qu'il... c'est presque une accusation déguisée d'aveuglement, comme si Des-Grieux refusait de voir. Mais ne vois-tu pas ? Ma pauvre chère âme, ici, c'est donc une périphrase pour désigner Des-Grieux, qui est périphrase à nouveau très convenue et donc peut-être peu sincère. On a la répétition de l'adjectif affectif cher, on a le terme âme, qui est quand même une métaphore très convenue pour parler de la personne qu'on aime. Et puis on a ce terme pauvre quand même qui est troublant, puisque cela pourrait montrer par exemple la compassion de Manon pour ce pauvre homme qu'elle est en train de lâcher, mais aussi une forme de mépris, de pitié pour cet homme, qui serait à plaindre, mais dans le mauvais sens du terme. Elle oppose donc cet amour à leur situation. Donc quelle situation ? Donc elle rappelle leur situation. Déjà, elle les met tous les deux dans le même lot. C'est une situation commune à laquelle ils font face, dans l'état où nous sommes réduits, donc avec le terme nous, le pronom personnel nous. Ici, le terme réduit montre qu'il y a une forme de diminution, d'affaiblissement de leur situation. Et donc, ça montre en fait une forme de situation extrême qui justifie des solutions extrêmes. Solution extrême donc dans l'infidélité, dans le fait d'être entretenu par un autre homme riche, et donc qui justifie l'infidélité. C'est une sotte vertu que la fidélité. Donc ici, elle cherche à convaincre Des-Grieux en condamnant la fidélité, notamment en utilisant l'expression sotte vertu pour en parler, qui est presque un oxymore, puisqu'on aurait peu l'idée de dire qu'une vertu est sotte et bête et idiote. Elle remet la notion même de vertu en question finalement. Et maintenant ici, elle fait preuve d'un pragmatisme, c'est-à-dire que face à la situation concrète à laquelle ils sont réduits, comme elle dit, il n'y a pas d'autre choix que d'aller au-delà des convenances et au-delà de ce que devrait être l'amour selon les valeurs de la société. Elle remet donc en question les valeurs traditionnelles de la société qui limitent le plaisir personnel et individuel pour des raisons d'élévation morale. Ici, c'est une sotte vertu que la fidélité, termine par un point d'interrogation, mais évidemment c'est une question rhétorique. Elle ne cherche pas à avoir de réponse de Des-Grieux, mais à obtenir son adhésion. Et notamment à obliger Des-Grieux à se poser la question et à valider son raisonnement.
Ici, donc, elle va plus loin dans son raisonnement en insistant sur la faim, hein. Elle dit, hein: «Manque de pain, la faim». Donc, en plus, il y a une gradation ici, hein, qui va du manque de pain à la faim, donc une forme de famine, jusqu'à la mort, hein, puisqu'elle dit: «Je rendrai quelques jours le dernier soupir». Ici, hein, par cette, métaphore, elle parle en fait de la mort. Donc on a une gradation ici, de la situation qui va de la faim à la mort, pour, choquer et convaincre, son lecteur. Cette, exagération de leur situation et des conséquences qu'elle pourrait avoir est en fait à me c'est pour terrifier des Desgrieux et pour le convaincre évidemment. Elle réitère alors à nouveau son amour, hein, «Je t'adore, compte là-dessus, mais laisse-moi pour quelque temps le ménagement de notre fortune». Donc avec le «je t'adore», elle utilise à nouveau cette image, de vénération, hein, cette image, religieuse de la vénération qu'elle avait dit avec idole, hein, qui est en total décalage finalement avec le style très bas, enfin avec les idées très basses et le caractère prosaïque de ces considérations, puisque finalement elle parle de leur situation, bassement matérielle, tout en employant un discours finalement de l'adoration, de l'élévation de l'âme, du spirituel. Donc ici, il y a un contraste bizarre, ambigu, qui dénote une dissonance. L'expression compte là-dessus, il y a quasiment un jeu de mots ici autour du verbe compter, puisque compter, c'est à la fois le fait qu'il devrait lui faire confiance, donc ça parle de la fidélité, de la loyauté. Elle n'est pas fidèle, hein, du fait qu'il pourrait lui faire confiance alors qu'elle est en train de le quitter, donc déjà ici il y a quelque chose d'étrange autour du verbe compter. Mais en plus, compter, on utilise le même mot pour des problèmes comptables, et c'est de bien de ça dont il est question, c'est qu'ils n'ont plus d'argent pour manger. Et c'est pour des raisons d'argent qu'elle le quitte. Donc c'est bien parce qu'ils n'ont plus rien à compter, hein, qu'ils n'ont plus rien à payer, plus rien pour payer, qu'il ne peut pas compter sur elle, hein, qu'elle s'en va finalement. Donc ici, il y a quelque chose un peu quasiment sadique si on allait dans le sens d'une Manon qui jouerait ici la carte de la manipulation. Euh, et puis juste après la réitération de son amour, hein, qu'elle vient de faire, elle parle à nouveau de leur situation, hein, des questions pratiques. Mais laisse-moi pour quelque temps le ménagement de notre fortune, hein, donc à nouveau avec ce point virgule et ce mais qui met un contraste entre l'amour et la situation financière qui leur incombe. Et puis ménagement de notre fortune, c'est clairement un euphémisme pour parler du fait qu'elle va se faire entretenir par un autre homme, hein, donc voilà. Ici en plus elle parle de notre fortune, donc avec le déterminant possessif notre, qui met en avant donc un travail d'équipe, une coopération, une image de couple, alors même qu'elle est en train de le tromper. Manon d'ailleurs semble encore plus révéler sa fourberie juste après en disant « Malheur à qui va tomber dans mes filets ». Ici, la métaphore de filet fait évidemment référence à l'araignée, qui est le cliché de cette femme expérimentée et manipulatrice et donc dangereuse, qui va manger les hommes et profiter d'eux. On peut même se demander si Desgrieux n'est pas lui aussi un malheureux qui est tombé dans ses filets au début du récit, notamment dans le récit de la rencontre amoureuse. Est-ce qu'il n'est pas lui aussi continuellement en train de se faire rouler par cette femme ? C'est une bonne question. Elle fait passer aussi son infidélité pour un cadeau, pour un acte de générosité. Je travaille pour rendre, donc ici avec le complément circonstanciel de but, pour rendre mon chevalier riche et heureux. Donc ici, ce serait pour Desgrieux qu'elle le tromperait. Le problème, c'est qu'elle utilise quand même le terme heureux dans cette situation alors qu'elle est en train de le quitter, enfin, elle est en train de le tromper avec un autre homme. Donc, on peut se poser la question, est-ce que Manon est si naïve que ça, qu'elle croit qu'en le trompant, elle va pouvoir le rendre heureux ? Qui pourrait donc être heureux en étant trompé ? Bonne question. Voilà. Et puis alors, le même je travaille ici fait référence évidemment à la prostitution, puisque
Ici, quel va être le travail de Manon? Ça va être le fait d'accompagner Monsieur de GM par son corps, et donc elle va être payée pour un travail qui est celui de ses charmes. Donc ici, on a quelque chose de l'ordre de la prostitution derrière. Mon frère t'apprendra donc cette dernière phrase avec la mention du frère. Elle est très intéressante puisque le frère, c'est celui qui a trouvé le plan, c'est celui qui a trouvé cet homme, Monsieur de GM, qui était prêt à entretenir Manon contre de l'argent, à entretenir Manon. Et donc la mention du frère, le frère c'est un escroc, donc ça place Manon du côté de l'escroquerie et de la fourberie par association avec son frère. Mais aussi, ça pose la question, peut-être que Manon est simplement influencée. Manon est encore très jeune, et donc Manon pourrait être simplement influencée par son frère. Et donc, Manon serait innocente, mais influencée. Mais mal conseillée, finalement. Alors, elle termine en disant un ta Manon, donc avec le déterminant possessif, elle se place comme appartenant toujours à des grieux, peut-être pas de corps, mais de sentiments, mais d'âme. Et puis elle dit qu'elle a pleuré de la nécessité de te quitter. Phrase très intéressante puisque les larmes, c'est la manifestation physique de la tristesse. Donc normalement, c'est la manière la plus sincère d'évoquer la tristesse. Mais le problème, c'est que les larmes, depuis toujours en fait, posent la question de la sincérité. Est-ce que quelqu'un ne pleure pas justement pour faire semblant d'être triste, pour manipuler les autres? Elle parle de la nécessité ici, donc comme si elle n'avait pas le choix, comme si c'était une obligation. Finalement, qu'elle n'en était pas qu'elle en était autant la victime que des grieux. Que c'était la seule solution qui lui restait. Et puis, c'est intéressant parce qu'ici, elle parle d'elle à la troisième personne et qu'elle a pleuré la nécessité de te quitter. Alors, peut-être que c'est un problème de style parce qu'elle a dit de ta Manon, donc là elle est un peu obligée d'utiliser la troisième personne, mais aussi ça prend le discours indirect, ça crée toujours, quand on parle de soi à la troisième personne, ça crée toujours une forme de distance ici, et donc ça pose encore plus la question de sa sincérité. Est-elle vraiment sincère? Eh bien, face à cette lettre plus qu'ambiguë, Desgrieux va donc réagir, et puis, comme d'habitude, ce qui prend le plus de place dans le récit, c'est bien la réaction de Desgrieux, c'est bien sa compréhension, ou son incompréhension plutôt, face aux événements qu'il subit. Et c'est ça dont on va avoir droit juste après. Donc, il commente, le narrateur, celui qui raconte le récit, ce Desgrieux, ce je narrant qui raconte un je narré, et bien ici il commence en expliquant son incapacité à comprendre la situation à son auditoire. Je me rapproche cette lecture dans un état qui me serait difficile à décrire, car j'ignore encore aujourd'hui par quelle espèce de sentiment je fus alors agitée. Donc il fait référence à la situation d'énonciation, puisqu'il parle, c'est-à-dire au moment où il raconte cette histoire, puisqu'il parle au présent, j'ignore, et puis il y a même un déictique ici avec aujourd'hui. Et un peu comme si Desgrieux était toujours dans la capacité de comprendre ce qui lui était arrivé. Et donc, toute cette histoire ne semble pas avoir rendu Desgrieux plus sage ou moins aveugle. Il a l'air de continuellement tomber des nues à chaque fois qu'il repense à cette histoire, comme s'il ne s'y attendait pas. Et le regard rétrospectif du personnage ne donne pas d'éclaircissement sur le passé. Ce qui renvoie aussi au fait que la situation est complètement extraordinaire, puisqu'elle dépasse tout entendement. Cela montre aussi que le souvenir est complètement réactualisé, comme si le narrateur revivait son souvenir dans le présent, et comme si Manon avait toujours cette puissance sur lui-même au-delà de la mort, puisque à ce moment-là où il raconte l'histoire, Manon elle est morte. Donc au-delà de la mort et du temps. Donc ce qui montre aussi cette puissance de l'amour. Il insiste donc sur quoi? Sur la difficulté à décrire, à comprendre, à mettre des mots sur ce qu'il a vécu.
Donc, notamment avec la prétérition, cette idée je ne pourrais pas vous dire, mais notamment avec la négation et l'hyperbole, mais en fait, c'est ce champ lexical de l'indicible, je ne peux pas dire ce qui m'est arrivé, tout en fait en disant ce qui lui est arrivé et ce qu'il a pu ressentir. La négation ici, elle montre le fait que cet anéantissement de soi du personnage, qui est anéanti en fait par ce drame. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il compare en fait sa situation à celle des autres mortels, notamment en utilisant le on pour parler, pour désigner le reste des mortels et montrer en fait à quel point il est différent des autres, à quel point son histoire est extraordinaire et bien plus terrible que toutes les histoires qu'on a pu connaître à travers le monde. Et puis, il va même utiliser le monde, on ne saurait les expliquer aux autres, l'on a peine à se les bien démêler à soi-même. Donc le on sert aussi à désigner Des-Grieux lui-même, un peu comme s'il s'était perdu dans son histoire, il n'arrive plus à dire je, comme s'il était hors de contrôle, comme s'il ne se reconnaissait plus lui-même, une sorte d'aliénation finalement. Ce caractère exceptionnel de l'émotion de Des-Grieux montre en fait son caractère extraordinaire de lui-même, en fait un héros de l'amour qui est un héros de la sensibilité. Il a une sensibilité exacerbée, il est extraordinaire par sa sensibilité. Or, on peut reconnaître quand même que cette situation n'est pas du tout unique et que cette histoire d'infidélité est aussi un topos de la littérature, notamment de la farce. Donc on est très loin d'une histoire unique, extraordinaire. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que il emploie quand même des termes très élevés, un registre soutenu, notamment dans la construction des phrases. Ce sont des phrases juxtaposées et très complexes, les unes après les autres, qui va donner en fait un style élevé à un sujet qui est d'un style assez bas, puisque c'est un sujet assez bas, celui de l'infidélité, c'est un sujet normalement des farces par exemple. Et donc ça va donner de l'élévation à une situation de bassesse morale. Donc il y a un mélange ici des genres et des styles très répandu dans le roman de Manon Lescaut. Il va quand même finalement réussir à nous décrire ses sentiments. Il dit « il devait y entrer », alors si j'arrive à retrouver... Il est certain qu'il devait y entrer de la douleur, du dépit, de la jalousie et de la honte. Donc ici, on a un discours rationnel, il devait y entrer, c'est-à-dire que il reconstruit a posteriori ce qu'il aurait pu... Donc, un homme qui vit ça doit ressentir ça, ça, ça. Donc il reconstruit ce qu'il aurait pu ressentir à ce moment-là. On a une accumulation de sentiments ici par des noms, douleur, dépit, jalousie, honte, des substantifs qui donnent comme si c'était des concepts solides qui oppressent le narrateur. La douleur, le dépit, la jalousie, la honte. Et puis, surtout, il va nous dire « heureux s'il n'y fut pas entré encore plus d'amour », ce qui est assez ambigu comme expression. Et en fait, on peut le réel à comprendre dans le fait qu'il y a une contradiction dans les sentiments de Des-Grieux qui, finalement, ressent encore plus d'amour malgré tout. Donc une finalité inattendue chez le personnage qui le peint, qui en fait vraiment une victime du sentiment, puisque même après la tromperie de Manon, il continue à l'aimer terriblement. Et donc il y a une forme ici d'élévation du personnage qui ressent plus d'amour alors qu'il est trompé, donc ça en fait quand même de lui quelqu'un d'extraordinaire au-dessus de nous tous. Parce que normalement cette tromperie aurait dû le conduire naturellement à la haine et pourtant là ça le conduit à plus d'amour. Et donc cela montre une forme de... Pardon, je me suis un peu perdue. Donc il se défait des attentes qu'on pourrait avoir et donc il se place au-dessus du reste des mortels, des êtres humains.
Et l'amour et notamment la tromperie, les tromperies de Manon sont autant d'épreuves qui vont qualifier le héros, hein, qu'il va devoir surmonter pour montrer sa grandeur et sa supériorité, qui vont le construire vraiment comme un héros de l'amour. Les exclamations et les questions rhétoriques dans le discours font entendre les doutes de Des face à la personne de Manon, face à l'ambiguïté du personnage de Manon. Il élabore alors du coup un questionnement assez complexe autour de l'amour et notamment sur la profondeur des sentiments de Manon en jugeant entre les paroles et les actes. Il met en avant notamment la comparaison entre lui et Manon. Desgrieux se pose comme un héros sublime de l'amour parce qu'il éprouve un amour sans limite qui le place au-dessus de toutes les contingences, c'est-à-dire de toutes les questions matérielles. Il le fait notamment en rappelant tous les sacrifices qu'il a bien voulu faire par amour pour Manon. Et il insiste sur la dimension de ces sacrifices, hein. Il utilise le terme sacrifié. Il fait la liste de ma fortune et aux douceurs de la maison de mon père, donc il insiste sur ce qu'il a sacrifié. Moi qui me suis retranchée jusqu'au nécessaire pour satisfaire le fait qu'il a appréhendé lui aussi la fin. Et donc face à son caractère sublime de personne qui a tout sacrifié par amour, eh bien cela met en avant la bassesse de Manon, qui elle n'est pas capable, qui a peur et qui n'est pas capable de faire les mêmes sacrifices que lui jusqu'au bout, ce qui en fait une forme de monstre, hein. Il utilise même le monstre, hein. Qu'elle fut un monstre pour me haïr. Donc ici, hein, même s'il n'est pas en train de la traiter de monstre, le fait même qu'il emploie le terme pose déjà un questionnement sur la bassesse morale de Manon, qui en faudrait quelque chose de moins qu'humain, hein, parce que cette idée de monstre, hein, c'est celui qui est juste en dessous de l'humain. Quand il dit il faudrait avoir perdu l'esprit pour s'y exposer volontairement, donc ici, s'y exposer à quoi? Donc au fait de perdre un être cher. Manon, donc, elle décide de le quitter, donc quand il dit perdu l'esprit, il est quand même en train de dire que Manon est folle, hein, petit à petit quand même, et qu'elle peut-être serait donc un monstre et c'est incapable de ressentir comme les autres êtres humains de chair et de sang. Il insiste aussi sur le fait qu'elle serait plus basse que lui, notamment, enfin moralement, puisque il parle déjà de sa délicatesse, hein, donc de son raffinement, alors qu'elle, il parle de grossièreté de sentiment. Donc là, rien que le terme grossièreté, c'est quand même une condamnation morale et une dégradation morale du personnage de Manon. Et donc, il nous invite ici à avoir une vision dégradante de Manon qui est réduite à sa volonté de jouir de tout et qui est donc condamnée dans sa recherche des plaisirs, comme il le fait avec ses petites humeurs et ses caprices, hein, ici où il s'acharne quand même sur cette pauvre Manon. Et en fait, ici, il condamne donc, peut-être ce qu'on pourrait appeler la philosophie de Manon, qui finalement, Manon a un caractère pragmatique, c'est-à-dire qu'elle met sur le même plan et les sentiments qu'on pourrait juger vertueux, qu'on pourrait juger presque spirituels, ou qui dépassent en fait la condition physique, et puis la condition physique. Pour elle, ces deux choses-là coexistent, elles ne sont pas différentes, et en fait, comment dire, quand on y songe, Desgrieux, et notamment là, c'est pas nous qui mettons ça tout seul dans le discours, hein, lui-même nous invite à y penser, c'est que lui, certes, il a sacrifié d'énormes choses, des choses très belles, comme la fortune et la douceur de la maison de son père, mais ces choses-là, elles existent toujours. Et s'il manquait vraiment de pain, s'il était vraiment au bord de mourir, il pourrait y retourner. Tandis que Manon, elle, n'a rien. C'est-à-dire que tout ce qu'elle a, c'est son corps. Et donc elle sait, elle, ce que c'est vraiment la faim, ce que c'est vraiment
la mort ou en tout cas le besoin, tandis que des Grieux, non. Et c'est lui-même qui nous le dit en nous rappelant qu'il a renoncé, mais que finalement il peut y retourner, et on le sait parce que son père s'est déjà montré particulièrement bienveillant avec lui. Lui, en fait, il ne souffrirait pas de la faim, en réalité. Il ne prend pas autant de risques que Manon. Et donc, ici, il y a un peu une réflexion en sous-bassement, cette idée que la fidélité, finalement, cette élévation de l'âme par les sentiments de l'amour, n'est possible que pour quelqu'un qui est noble, que pour quelqu'un qui ne tomberait pas dans le besoin. Et Manon, elle n'a pas cette opportunité-là, comme des Grieux. Je vais m'arrêter là. J'espère que cette explication linéaire a été suffisamment claire. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à me poser des questions en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Je te souhaite de bonnes révisions pour le bac et à très bientôt.